Depuis la levée des clauses économiques sur l'accord international du café, le marché s'est libéralisé. Cette spéculation a conduit à une grave crise. L'Afrique en souffre le plus et a du mal à se relever. Le manque de fiabilité et de qualité entraîne une perte de confiance chez les industriels qui se détournent des cafés africains. Nous avons rencontré au Havre Patrick Masson de la maison P. Jobbins, filiale de Neumann Coffee, premier groupe mondial de négoce du café. Le Cameroun a aussi à une époque beaucoup souffert lorsqu'il y a eu des problèmes de qualité considérables, avec des cafés humides, des cafés qui arrivaient moisis, des cafés mal préparés, mal triés, avec beaucoup de défauts. Et lorsque vous avez eu toute une série d'arrivages, à une époque, c'est plus le cas, mais à une époque de café comme ça, et ben ensuite, il faut remonter la pente. Je peux vous dire que même des beaux cafés du Cameroun, l'année suivante, avaient perdu beaucoup de la valeur relative, donc beaucoup de la valeur intrinsèque aussi, en termes de commercialisation, parce que le consommateur ne voulait plus prendre de risques et le torréfacteur non plus. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, pour le convaincre d'acheter, il faut deux choses. Il faut d'abord que le café soit redevenu acceptable en termes de qualité, et puis ensuite, il faut qu'il soit de nouveau plus compétitif qu'il n'avait besoin de l'être, de façon à permettre le retour de l'intérêt acheteur. Bernard Ruan, directeur général de Fichot Industries, numéro 1 de la torréfaction en France, nous donne son sentiment sur la question. Nous faisions 150 tonnes d'Arabica Cameroun. C'est ce qui a lancé le carte noire. Maintenant, nous ne faisons plus beaucoup de café africain. Il y a 3 raisons. Premièrement, il y a moins de liaisons commerciales par des firmes françaises avec l'Afrique. Deuxièmement, sur le plan qualité. Une baisse très très sensible de qualité. Ce qu'il faut éviter à tout prix dans les cafés, c'est qu'il y ait des pierres et des bois. Parce qu'il y a beaucoup de machines en distribution automatique, ils ont des moulins. Et c'est des moulins en plastique. Pour moi, le prix de revient d'un Robusta devrait se situer à 2 €. Oui. On était descendu à demi-cent, un demi-euro. Ouais. C'est pas normal. C'est la politique française d'intégration de la caféculture dans ses colonies qui aboutit à l'aube des indépendances à la création de l'OAMCAF, traduisant ainsi la volonté politique des chefs d'État des pays francophones de la zone franc de défendre en commun les intérêts de leurs caféculteurs. En décembre 2005, l'OAMCAF a fêté ses 45 ans d'existence en présence de tous les délégués réunis autour du président et du secrétaire général de l'organisation. Le siège de l'organisation se trouve à Paris dans le 7e arrondissement, quartier par excellence des institutions dans la capitale française. Son emplacement en bordure de Seine, côté rive gauche, à 2 pas de l'Assemblée nationale, marque l'intérêt qu'accordent les États membres à l'organisation. Le style purement haussmannien donne à cet immeuble cossu et bourgeois du 27 quai Anatole France à la fois prestige, sérieux et respect. Depuis sa création, ils sont plusieurs à avoir apporté leur expérience et leur savoir-faire au service de l'OAMCAF. Quelques résultats à mettre à l'actif de l'OAMCAF. L'OAMCAF a négocié et obtenu des contingents d'exportation pour ses pays membres, ce qui assure des parts de marché et les met à l'abri de la concurrence. L'OAMCAF a obtenu via les fonds de l'Organisation internationale du café des financements pour la diversification des productions agricoles de ses pays membres. L'OAMCAF a pris en charge les frais de transport et de séjour de 14 coopératives participant au Salon des terroirs du monde en 2005 à Paris.
Certaines d'entre ces coopératives ont été primées à l'occasion de cet événement. Du point de vue des producteurs, leur objectif, il était double. Il était de chercher des clients, ce qui est leur métier tout à fait normal. Et deuxièmement, l'espoir de gagner une médaille. Car à l'occasion de cet espace Café Logis, nous avons organisé un concours de dégustation avec un jury tout à fait sérieux et raisonnable qui a décerné un certain nombre de médailles. Et revenir dans son pays et aller aux États-Unis avec une médaille d'or, ça vaut son pesant de cacahuètes. Notre objectif au départ était de faire comprendre aux visiteurs du salon que le café ne se réduit pas à des marques, c'est pas simplement du marketing, c'est aussi des terroirs, c'est aussi des crus, exactement comme dans le vin. Le café représente un enjeu stratégique planétaire. C'est un produit à forte densité de main-d'œuvre. Il contribue à lutter contre la pauvreté en milieu rural et permet aux pays producteurs de faire rentrer des devises nécessaires à leur développement. On n'a pas trop défendu l'artisanat et développé les petites et moyennes entreprises à caractère familial. La constance dans la qualité et la régularité dans l'approvisionnement sont au cœur de la stratégie marketing d'approche des grandes sociétés de négoce. Le travail marketing il revient d'abord aux pays producteurs. Le premier travail marketing, c'est de sortir un produit de qualité convenable. Ça, c'est la base. Une fois que vous avez sorti un café de qualité convenable, après, il revient de nouveau, alors soit aux pays producteurs de faire un certain nombre d'actions ou de publicité, pourquoi pas, regardez l'exemple de la Colombie qui a une publicité constante sur son café et qui a réussi de ce point de vue-là. Et ensuite, eh bien, vous savez, c'est très simple, le marketing, comment il va se faire? À partir du moment où vous avez un café d'une qualité convenable, qui reste compétitif par rapport aux autres, eh bien, le torréfacteur, donc le consommateur, il va aller vers le café dont le rapport qualité-prix est le plus intéressant. Le marché du café réagit désormais en fonction de l'offre et de la demande. Le déficit d'image observé chez certains cafés autrefois réputés démontre combien il est indispensable d'encadrer nos caféculteurs. Et à partir du moment où vous avez toujours, et vous maintiendrez, et il faut maintenir ou recréer des organismes totalement indépendants, capables de s'occuper de deux choses. D'abord, et en premier lieu, le contrôle de tous les lots exportés au niveau de la qualité. Ce contrôle de qualité à l'exportation est primordial parce que c'est ce qui assure le marketing futur et c'est ce qui assure la réputation du café. Vous savez, que ce soit en matière de qualité de café ou d'autres choses, la réputation c'est quelque chose d'essentiel. L'OAMCAF a été une belle aventure qui a permis, entre autres, de négocier des contingents d'exportation pour ses membres. Mais il s'agit aujourd'hui d'aller encore plus loin. Ainsi, la labellisation, la certification d'une origine OAMCAF ou encore la spécialisation dans des marchés de niche sont autant de pistes qui pourraient faire bouger l'image des cafés OAMCAF sur le marché mondial. Il est même possible que ce label soit mis sur des sacs. On met bien Max Havelaar ou autre label Robusta certifié de qualité. On pourrait, pourquoi pas, avoir un label Côte d'Ivoire d'Afrique. Peut-être il n'y a pas assez de liaison. Oui. Oui. Liaison entre, par exemple, avec l'UNACAF et l'OMCAF, on devrait pouvoir peut-être une fois par an se réunir, faire une journée d'études pour relancer le café de bonne qualité africaine. Je pense que ça manque. Pour relever ce défi et maintenir la flamme autour de cette idée généreuse, l'OAMCAF a besoin d'un souffle nouveau. Vive l'OMCAF, vive le café. Merci beaucoup.